Alors bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Com. Et donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dimitri, qui est social media manager. Pour ma part, je m'appelle Étienne, je suis donc de l'agence Unique Production et de Simp. On est deux agences qui sont sur la vidéo d'entreprise. Et donc on va rester pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble pour parler de marketing et de communication. Et tout de suite, c'est le générique. Bonjour Dimitri, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Salut Étienne, ça va? Très bien et toi? Parfait. Super. Voilà, donc je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. On se croise régulièrement depuis quelques temps sur LinkedIn notamment. Alors Exact. pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Voilà, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusqu'à là aujourd'hui? Alors actuellement, je suis social media manager. Je gère des campagnes de communication marketing via les réseaux sociaux. Euh, Concernant mon parcours, c'est pas très longtemps que je fais ça finalement, ça doit faire à peu près 5 ans maintenant. Quoique D'accord. ça commence à dater maintenant, du coup 5 ans. Mon parcours, il a été la fac. J'ai fait une fac plutôt de lettres et d'art. J'ai fait d'abord sciences du langage et ensuite médiation culturelle. Et quand j'étais en stage de master de médiation culturelle, j'ai fait un stage justement dans une boîte de marketing communication Mhm. qui, à l'issue de ce stage, a voulu m'embaucher. Du coup, j'ai arrêté mes études en M1 et j'ai directement embrayé vers une activité professionnelle en dur. D'accord. Donc, à partir de là, j'ai travaillé 2 ans et demi pour cette agence. Et je suis parti, je me suis lancé en freelance. Donc, du coup, maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Ouais, c'est à peu près 2 ans que je suis en freelance. Et je continue en tant que social media manager depuis ces 2 dernières années. D'accord. Alors du coup, du moment où tu es passé de salarié à être indépendant, j'imagine que tu as mis en place une stratégie pour trouver des clients parce que tu n'es pas forcément de client au tout début. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour pouvoir être connu et sur quelle plateforme? Pour être tout à fait honnête, être transparent, je me suis un peu lancé à l'aventure. Je me suis posé beaucoup de questions entre est-ce que j'ai envie de retrouver une agence derrière, quel mode de travail j'ai envie d'avoir au jour le jour, quelles sont mes aspirations personnelles et quel est le niveau de liberté que je voulais avoir. Du coup, le freelancing était plutôt adapté à cette nouvelle façon de penser et de travailler. À partir de là, je me suis un peu lancé directement, sans vraiment chercher de poste fixe en agence, en me disant que en poussant bien, ça a bien fonctionné et j'avais un peu de temps. Du coup, je me suis dit que j'allais me lancer comme ça. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup discuté. J'ai pas établi un plan stratégique du type premier mois j'arrive à ce niveau-là, second mois j'arrive à ce niveau-là, et troisième mois je serais parfaitement calé. Du D'accord. coup, j'ai commencé à discuter, échanger énormément justement avec des freelances, avec des boss d'agences, ce genre de choses, ce genre de Mhm. personnes, justement pour savoir comment ça se passait, comment fallait se positionner, genre. Et du coup, au bout d'un mois, j'avais vraiment euh, mon premier vrai gros client et avec C'est qui rapide d'ailleurs quand même. ouais, c'était assez rapide parce qu'on fait compte. Et bizarrement, je l'ai trouvé sur Twitter. C'est complètement contre-intuitif, mais j'ai vraiment D'accord. trouvé sur Twitter en discutant comme ça. Et puis c'est un tel qui m'a dit, ah ouais, ton profil est intéressant. Je peux être quelqu'un qui a besoin de tes services. Et du coup, de fil en aiguille, bah, ça s'est passé comme ça. D'accord. Mais du coup, c'était un peu aléatoire. J'ai eu de la chance, je pense. Et au fur et à mesure, j'ai construit. En fait, compte, plus je passais du temps dans cet écosystème que je trouvais extrêmement excitant, vu que c'était nouveau, c'est tout frais, j'ai tout exploré. Et plus en fait, quand j'ai commencé à mettre des choses en place. Donc, au niveau de stratégie pure, du coup, en réflexion a posteriori, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer mon réseau D'accord. et seulement donc travailler le bouche à oreille. Et seulement au bout de quasiment un an, j'ai commencé à créer du contenu pour essayer de solidifier la chose, pour montrer, pour laisser des traces de mon expertise sur LinkedIn. J'ai commencé vraiment à créer du contenu sur LinkedIn en 2018, fin 2018. J'ai commencé par les vidéos. Tout simplement parce que c'était le format le plus challengeant pour moi. C'était le D'accord. truc le plus compliqué pour moi à faire. Je suis pas très bon en écriture, mais je pouvais écrire. Je suis pas un photographe de folie, mais je pouvais faire de la photo. Mais la vidéo, ça lie beaucoup de choses. Et surtout, quand tu veux faire du format social media, c'est encore plus particulier parce qu'il faut vraiment travailler le format et surtout l'accroche et être vraiment distinctif, sachant que sur la plupart des plateformes, c'est vraiment sont assez saturés.
C'est pour ça aussi que je suis aussi LinkedIn d'ailleurs comme terrain d'expérimentation, c'est que c'était une plateforme c'était encore assez peu exploité par la plupart des marketeurs. Du coup, je pense que je me suis embarqué sur la plateforme au bon moment, au moment où ils sont vraiment commencé à déployer tout ce qui est vidéo, tous ces nouveaux formats. Et je suis un peu partie de cette génération-là qui sont arrivés sur la plateforme au moment où il y a eu les formats les plus cool, en fait. D'accord. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, lorsque tu t'es lancé, tu as beaucoup travaillé sur le bouche-à-oreille. Comment est-ce que tu as travaillé ce bouche-à-oreille, en fait? Est-ce que tu avais des lieux sur lesquels tu pourrais rencontrer des personnes? Quand tu te faisais connaître, quels étaient tes modes de contact? Internet, pour le coup, je suis quelqu'un, autant j'adore participer à des soirées networking de temps en temps, autant je suis quelqu'un qui, c'est un peu un défaut professionnel, je suis coaching manager à l'origine. Du coup, j'ai vraiment des facilités à communiquer, à aller vers les autres très facilement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas un souci. À partir de là, en fait, quand j'ai commencé à intégrer certains petits groupes et là, en fait, ça crée vraiment ton noyau dur, ce qui permet en fait d'avoir une certaine expansion dans ta communication. D'accord. Alors, quel type de groupe, par exemple? Groupe Facebook. Twitter, j'étais beaucoup sur Twitter à l'origine. Finalement, aujourd'hui, je suis beaucoup moins sur Twitter, mais avant, j'étais beaucoup sur Twitter. Et après, LinkedIn. Au fur et à mesure, sur LinkedIn, c'est plus vraiment des groupes. En fait, ce sont des groupes publics dans le sens où tu côtoies beaucoup les mêmes personnes. D'accord. Alors, avant d'aller sur LinkedIn, est-ce que ça que tu as une bonne expertise dessus? On va peut-être revenir un petit peu sur Twitter. Moi, je connais pas trop ce petit réseau social. C'est vrai que j'ai fait quelques tweets, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour ceux qui sont un peu comme moi, novices, qui y vont de temps en temps, mais pas tant que ça? Faut partir du principe que Twitter, c'est la plateforme la plus transparente, en fait, compte des plateformes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu prends TweetDeck, je sais pas si tu connais l'outil TweetDeck, tu prends TweetDeck, tu mets toutes tes colonnes et tu vois à peu près toute la matrice. C'est ça qui est super intéressant. Tu mets tes hashtags, tu fais tes recherches même au niveau du mot directement, et tu vois absolument tout ce qui s'est passé. Après, c'est à toi d'agencer au niveau temporel, etc., en termes de pertinence. Mais ça te permet d'absolument tout voir. À la fois, c'est bien parce que tu as accès à tout, mais en même temps, il faut apprendre aussi à filtrer et avoir ces canaux de référence, c'est-à-dire ces profils de référence, les personnes que tu vas suivre, les personnes que tu vas garder justement dans tes colonnes TweetDeck, parce qu'ils vont t'apporter un flux de contenu pertinent face à ton besoin. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de Twitter. C'est ce que je dis souvent, c'est l'agora. C'est-à-dire que tout le monde parle, il y a énormément de bruit, mais c'est à toi de filtrer. Et quand tu arrives à appliquer les bons niveaux de filtre, tu as vraiment accès à la matrice, quoi. Tu vois vraiment tout. C'est assez incroyable. D'accord. Donc pour toi, c'est aussi un média qui est assez puissant pour faire des connexions et se faire reconnaître. Exactement, pour faire de la recherche poussée et c'est un peu plus difficile en fait compte de travailler son réseau sur la plateforme. Tu travailles plus en tant que média, c'est un peu vertical, mais quand tu es créateur de contenu, c'est bien aussi pour échanger directement avec sa communauté. C'est bien plus transparent, encore une fois, c'est bien plus direct. D'accord, plus direct, ok. Et donc par rapport au groupe Facebook, comment est-ce que tu peux les intégrer? Est-ce que c'est toi qui en as créé? C'était l'initiative ou c'était plutôt à essayer de rentrer dans les groupes? Non, pour le coup, je suis vraiment arrivé en mode explorateur. J'ai intégré des dizaines de groupes, très honnêtement. Bon, maintenant, j'en suis sur beaucoup moins. Je vais être sur 2-3 maximum. Dès qu'il y a un groupe qui me paraissait intéressant, j'y allais. Je testais pendant une semaine, je voyais le contenu qui était proposé, la qualité des échanges. Et à partir de là, je commençais à animer des relations, participer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. D'accord. Pour être accepté dans un groupe, est-ce qu'il y a des choses particulières? On fait juste une demande et puis la personne nous dit oui ou non? Ouais, exactement. Il y a un peu deux écoles. Il y en a qui vont filtrer dès le départ, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un questionnaire qui peut être d'une question à 10 questions. C'est vraiment très long parfois. La même question, ils demandent plusieurs sous-questions. Et parfois, il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée. Quand il n'y a pas de barrière à l'entrée, je me méfie toujours. Ça veut dire toujours que derrière, la qualité sera un peu moindre. Mais il y a toujours des bonnes surprises dessus. Parce que ce qui est très généraliste permet aussi encore une fois, en filtrant, d'avoir parfois des petites pépites. Mais je privilégie surtout les petits groupes où il y a un certain filtre à l'entrée. C'est vraiment le garant d'une certaine qualité. Et donc toi, du coup, pour créer ton réseau, tu préférais des groupes qui étaient avec d'autres community managers, etc. Ou c'était plutôt des groupes transverses où des gens venaient aussi échanger sur d'autres domaines? Je suis un peu touche à tout, du coup, j'ai vraiment intégré des groupes assez divers. Justement, j'ai fait le tour un peu du community management. Du coup, j'ai besoin de rentrer en profondeur dans le marketing, dans le copywriting, dans la production de contenu, etc. Du coup, j'ai intégré plusieurs groupes pour un peu alimenter mon objectif, c'est-à-dire monter vraiment en compétences. Ok, super.
Donc là, on revient, du coup, on avance un petit peu dans le temps. Maintenant, tu te mets sur LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn a vraiment changé en quelques années. On se rend compte que du coup, le réseau a explosé, qu'il y a beaucoup Ouais. plus de contenu. Toi, tu te dis, bah, pour te différencier, ce qui va être important, c'est de faire de la vidéo, au final. Exactement. Le format vidéo était très peu utilisé. Bon, après, t'es vraiment lancé, je crois, pendant l'été 2018 ou juin 2018. Bref, je sais plus. Et en fait, compte, il y avait vraiment que de la vidéo promotionnelle, mais de la vidéo pro pure. C'est vraiment sur phase d'affichage. Du coup, je me suis dit, il y a personne qui échange, il n'y a pas de face cam, etc. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et pour moi, c'est vraiment le format le plus challengeant. C'est-à-dire qu'il faut faire face à sa propre personne, accepter Mhm. de se regarder dans une caméra, faire son montage, du coup, entendre sa voix, etc. Donc pour moi, c'est vraiment très embêtant, c'était vraiment inconfortable. Du coup, j'ai plutôt opté pour cette option-là. Et finalement, ça a plutôt fonctionné parce que c'est assez différenciant. Il y a encore très peu de personnes dans la sphère francophone qui créent ce type de contenu. Du coup, je me Donc, suis tu dit, étais là où tu étais le moins à l'aise, en fait. exactement. Ben, en fait, ça permet de progresser plus vite parce que Bien sûr. pour arriver à un certain niveau de confort, tu es obligé de beaucoup travailler. D'accord. Alors, est-ce que tu t'y connaissais un petit peu? J'imagine que tu avais un minimum de base comme pour faire ces vidéos. Comment est-ce que tu as travaillé? Parce que quand on regarde tes vidéos, elles sont quand même assez esthétiques. Tu as travaillé sur la lumière. Tu as vraiment quelque chose qui fait que tout de suite on accroche. Il y a une personnalité. Voilà. Est-ce que tu avais déjà des bases pour commencer tes vidéos? J'ai toujours été un peu nerd, geek de la technique. Je pense que ça se voit de toute façon dans mon expression, aussi dans mon positionnement. Je travaille généralement avec des entreprises IT, c'est pas pour rien. Euh, Concernant la vidéo, mon client principal quand j'étais en agence, c'était Sony Mobile France. Du coup, j'avais vraiment toujours cet aspect technique, photographique et vidéo, mais du Mhm. point de vue smartphone. Après, de mon côté, j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours aimé tout ce qui est caméra et la vidéo en tant que tel, le format en tant que tel. Derrière, si tu regardes ma première vidéo, c'est pas du tout, on voit pas du tout le résultat qu'il y a aujourd'hui. Au fur et à mesure, finalement, je suis parti du principe que le plus dur, c'est de commencer. Et tu vas avoir un résultat, plus tu dures, plus tu vas avoir un résultat. Du coup, à chaque fois, j'essaie d'incrémenter une chose, soit avoir une meilleure élocution, avoir un meilleur éclairage, avoir un aspect montage en plus. Et chaque fois, en fait, compte, à fur et à mesure, je suis monté comme ça, très naturellement. D'accord. Donc, ma progression s'est fait naturelle. Et aujourd'hui, j'ai un format qui fonctionne pas trop mal et qui me semble correct. Maintenant, j'essaie de travailler plus la partie écriture et monter justement euh, au format vidéo, plus faire simplement du fast cam, mais aller toujours augmenter ce format-là. Alors, alors, du coup, on va un petit peu parler des différents formats en termes de vidéos déjà pour commencer. Tu disais qu'au début c'était juste une plateforme où les gens mettaient des vidéos pour faire de la promotion, donc c'était plutôt Ouais. de la pub, je suis le plus beau, le plus fort, etc. Toi, tu as Mhm. voulu être vraiment différenciant. Qu'est-ce qui permettait de faire la différence et qu'est-ce que tu pouvais mettre dans tes vidéos pour faire la différence? Je suis parti du principe de documenter. Justement, quand j'ai commencé mon aventure de freelance, j'ai discuté avec pas mal de freelance et des patrons d'agence qui m'expliquaient qu'il y a beaucoup de freelance qui n'avaient pas à se positionner, qui se posaient beaucoup de questions, il y avait très peu de ressources, ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, ok, je me lance dans l'aventure, je documente, ça a forcément touché au moins une partie des personnes qui se posaient énormément de questions sur le marketing, sur le freelancing, comment se lancer, comment se mettre en avant, etc. Vu que je suis en train d'engager en fait compte un processus, autant le documenter, ça pourra toujours servir à d'autres personnes. Et D'accord, derrière, évidemment, j'ai un peu changé les thématiques en m'adressant un peu plus à ma cible au fur et à mesure. d'accord. Est-ce que du coup ta cible c'est pas les freelances, etc. Toi, ta cible c'est plutôt Non, des boîtes IT d'une certaine taille qui ont besoin de. exactement. D'accord. Et Mais donc du coup, aujourd'hui, pardon. non, je t'en prie. Aujourd'hui, aujourd'hui, du coup, j'ai un peu une activité à deux visages où je travaille avec certains solopreneurs parce que finalement, au fil de mes vidéos, ben, c'est ce public-là qui a vraiment accroché. Il y a une demande qui s'est créée derrière. Et l'autre visage, c'est vraiment avec ces entreprises IT. D'accord. Mais alors, c'est que si au début tu commences à documenter et que ta communauté qui vient te voir et qui est intéressée par tes vidéos, c'est des freelances comme toi, comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte d'avoir des clients, si tu as réussi à avoir des clients du coup via ces vidéos? Qu'est-ce qui a fait qu'eux ils ont accroché puisque du coup le concept était plutôt voilà ce que c'est que le marketing, etc. Et pour aider un peu les freelances, j'imagine. Mm. Mais en même temps, ta cible n'était pas la même, donc en fait, tu avais un double discours Ouais. sur tes vidéos.
Exactement. En fait, quand j'ai deux canaux d'acquisition principaux, aujourd'hui, c'est LinkedIn et beaucoup de bouche à oreille ou de recommandations. Donc, au niveau recommandations, c'est là que je récupère finalement mes plus gros contrats. D'accord. À force de travailler justement avec tout le monde se connaît finalement, c'est un petit monde. Du coup, je récupère pas mal de contrats comme ça. C'est vraiment mes plus gros contrats qui se passent comme ça au niveau réseau finalement. Et LinkedIn, les vidéos LinkedIn, c'est plus justement du solopreneur, c'est de l'accompagnement, ce genre de choses. Mais ça m'arrive aussi d'avoir aussi d'autres clients qui justement, de par mon positionnement sur la plateforme, me posent des questions sur mon activité et on peut embrayer derrière sur un potentiel contrat. D'accord. Comment est-ce que tu travailles ta vidéo en tant que telle, le discours que tu as dessus? Tu dis que tu étais encore en train d'apprendre, etc. Mhm. Pour toi, quel est le plus impactant pour avoir un retour sur tes vidéos? Le souci sur LinkedIn, c'est que les retours sont toujours trop bienveillants. C'est toujours très gentil sur LinkedIn. Il y a trop peu de personnes qui vont venir te critiquer de façon constructive sur ta manière de t'exprimer, sur la qualité de ta production. C'est un peu le souci, c'est que il faut vraiment se lier avec des personnes qui vont avoir l'honnêteté et la transparence de s'exprimer comme ça envers toi concernant ce que tu produis. Donc pour ça, en fait, compte, il faut encore une fois faire du réseautage. Je te parlais justement sur LinkedIn des petits groupes finalement avec lesquels tu restes très souvent sur la plateforme. Par exemple, j'ai fait expérience de rentrer dans des groupes de sales, des groupes donc HR, c'est du ressources humaines, et des groupes de marketeurs, etc., justement pour voir comment ils travaillent, comment ils produisent du contenu, quels sont leurs retours et quel niveau de transparence en fait compte ils ont sur la plateforme. C'est le genre de choses en fait compte qui m'intéressait plus du coup social qu'autre. C'est plus une expérience sociale qu'autre chose, mais ça permet justement d'avoir des retours plus qualitatifs et d'avoir plusieurs points de vue sur ce que tu peux produire sur la plateforme. D'accord. Donc là, on parle beaucoup de vidéos sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a Mm. d'autres façons de communiquer sur LinkedIn que tu trouves pertinentes? Comment est-ce qu'on peut faire pour se différencier sur cette plateforme? La différenciation se fait vraiment sur le ton, l'adresse, et sur le fait de pouvoir marteler toujours sa ligne éditoriale pendant un long moment. Le souci aujourd'hui, c'est que tout le monde se dit ah LinkedIn c'est vraiment l'Eldorado et il commence à envoyer du contenu un peu explosé en termes de ligne éditoriale et ça ça fait vraiment en fait compte plus de mal qu'autre chose. Faut réussir à trouver sa ligne. C'est tout à fait compréhensible qu'au début on puisse justement se chercher, trouver sa voie, mais une fois qu'on a trouvé sa ligne, finalement il faut rester sur sa ligne. C'est très compliqué de rester sur sa ligne parce que finalement il y a toujours comment ça s'appelle, ce syndrome de l'objet brillant. Ah ça fonctionne, ce format fonctionne, je vais faire ce format là parce qu'il fonctionne, alors qu'au final en restant sur sa ligne on catalyse l'attention sur ce qu'on a à dire, on s'éparpille pas. Et aujourd'hui c'est un vrai problème au niveau des formats. Pour rester très terre à terre, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, le format qui fonctionne très bien, c'est le format écrit. C'est LinkedIn, normalement c'est une plateforme très éduquée, donc le format écrit, etc., ça a son sens. Et l'autre format, c'est le format présentation, que je soupçonne d'être bien poussé par la plateforme, justement pour qu'on puisse utiliser cette fonction-là. Donc pour moi, c'est les deux vraiment formats qui fonctionnent très bien sur la plateforme. Donc même plus que la vidéo finalement. Oui, la vidéo et son heure de gloire, c'est quelque chose qui commence un peu à retomber. Cependant, évidemment, les grosses entités, notamment par anglo-saxonnes, qui misent sur la vidéo, ont toujours des résultats parce qu'ils n'ont pas le même type de communauté. Faut voir que la communauté francophone est assez faible concernant LinkedIn. D'accord. Donc tu parles d'écrits qui sont intéressants. C'est quoi? C'est un post qui est écrit qui est un petit peu long? Ou est-ce que c'est de faire un article qui fait qu'on va être poussé, mis en avant? Qu'est-ce que tu conseilles? Les posts, tout passe par le post. Les articles sont très bien, en fait, compte comme contenu pilier pour son profil, mais pour avoir du trafic sur son profil, il faut d'abord créer du post. Alors généralement, on met des petits snippets on appelle ça Des petits extraits? des extraits exactement, des extraits au niveau du post qui amènent justement derrière vers l'article D'accord. ou en extérieur. Mais l'article est très peu poussé, tu as dû le voir, j'imagine, sur la plateforme, très peu poussé au sein du fil d'actualité. C'est pour ça que LinkedIn aujourd'hui est pas très optimisé pour le contenu au final. D'accord. Donc c'est plutôt quelque chose de court, mais en même temps, il faut que le post il soit avec plusieurs lignes pour qu'on puisse développer une idée, des questions, etc. Exactement. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a poussé à m'intéresser à tout ce qui est copywriting. C'est vraiment comment accrocher une audience qui scrolle pour l'emmener à consulter un contenu. Donc même en allant jusqu'à faire des posts sans visuel, c'est vraiment que de l'écrit
qui fait Exactement. qu'on a envie de lire et de dérouler, de voir plus, cliquer sur voir plus justement pour lire le texte. D'accord. Il y a quelques profils dans la sphère francophone qui sont experts justement dans ce type de format. C'est que de l'écriture, mais c'est tellement bien fait qu'au final, on attend presque le post pour pouvoir lire le déroulé et suivre l'histoire. D'accord. Est-ce que tu as quelques noms justement qu'on pourrait suivre, découvrir? Oui, tu as Mélanie Bigot par exemple. D'accord. Tu as Christopher Piton. Ouais, tout à fait. Pour citer que. Qui a été invité d'ailleurs dans le podcast, c'est notre premier invité. D'accord, très bien. Et du coup, pour moi, c'est vraiment des exemples d'écriture efficace sur la plateforme. D'accord. Tu fais donc des vidéos, on pense aussi tout de suite à YouTube quand on parle de vidéos. Tu commences du coup à avoir une petite chaîne YouTube. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, c'était un grand projet. Je me suis dit fin décembre, début janvier, ok, je me lance sur YouTube. J'ai commencé à publier des formats courts, ce que je fais un peu sur LinkedIn, pour tester la plateforme. En termes de chiffres, aujourd'hui, je suis à 200 abonnés. C'est la progression assez lente. Donc depuis le mois de janvier, ça fait 3 mois, non 4 mois maintenant, avril. C'est un peu plus compliqué que je le pensais en fait. Pouvoir conjuguer à la fois la création de contenu et l'apprentissage sur la plateforme. J'aurais peut-être dû commencer par créer une masse de contenu et apprendre ensuite sur la plateforme, ou l'inverse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire les deux, comme la plupart des gens. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui me ralentit. Aujourd'hui, je suis à l'étape où je repense mon contenu pour avoir un contenu dédié à la plateforme. Je pense que c'est très compliqué d'appliquer le contenu que je fais actuellement sur LinkedIn sur YouTube. C'est un peu comme Instagram aujourd'hui. En fait, quand j'utilise comme un peu comme portfolio, comme une vraie plateforme de contenu, ce que LinkedIn ne permet pas finalement. C'est-à-dire que YouTube sera spécialisé pour la vidéo, Instagram pour tout ce qui est présentation, carousel, etc. D'accord. Et donc du coup, aujourd'hui, si tu fais une vidéo pour LinkedIn, ça sera pas la même vidéo que tu vas mettre sur YouTube? J'essaie de partager, de différencier les deux, de scinder les deux types de contenus que je veux proposer. Je travaille sur du contenu plus long, plus analytique sur YouTube, où on a normalement plus de temps de se poser pour regarder une vidéo, et un contenu plus catchy sur LinkedIn, voire créer justement des j'ai du mal avec ce mot, des extraits pour LinkedIn qui amènent vers YouTube. D'accord, qui ramène vers YouTube. Ok. Alors du coup, tout ça, ça t'amène des clients sûrement. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Est-ce que cette stratégie te ramène 20%, 50%? Est-ce que tu as un peu une estimation de ce que ça peut te ramener autant sur YouTube que sur LinkedIn, etc.? Alors, sur YouTube, pour l'instant, c'est au niveau 0. C'est vraiment une plateforme d'expérimentation totale. Ouais. Donc, ce qui est normal. À vrai dire, j'ai pas vraiment de grandes ambitions d'acquisition sur YouTube pour l'instant. Je suis vraiment là pour travailler la plateforme et voir ce que je peux en faire, comment je peux la transformer. En fait, j'ai toujours cet aspect besoin d'exploration personnelle avant de pouvoir le mettre à contribution professionnelle. Et sur LinkedIn, ça dépend en fait compte des contenus que je propose. Mon contenu plus faible aujourd'hui est l'écriture, le format écrit, parce que je suis vraiment pas expert en la matière, mais en s'exerçant, ça va commencer à payer. Le contenu vidéo, sur mes meilleures vidéos, j'ai pu avoir jusqu'à 5 leads. Ce qui est très bien pour moi finalement, sachant que je suis freelance, solo. Du coup 5 leads, c'est largement suffisant. Sachant que je privilégie aussi les contrats plutôt moyen long terme. Donc finalement, j'ai pas un grand besoin d'acquisition via mes vidéos. Donc, ça me permet justement de travailler la vidéo, prendre le temps de créer du contenu sans avoir trop de pression quant aux résultats que je vais en attendre derrière. Concernant l'autre format qui fonctionne bien actuellement, comme je te disais, c'est les présentations, les carousels. Je crois qu'ils appellent ça le partage de documents sur LinkedIn. Ça fonctionne très bien. Par exemple, là, j'ai vu que sur mon dernier post qui date d'hier, j'ai une question sur justement la problématique que j'abordais. Et du coup, ça, c'est déjà un prospect potentiel. D'accord. Et alors, comment les créer ces carousels justement? Ce que je fais, c'est que ce sont des PDF. Généralement, en fait, compte, généralement c'est des présentations qu'on a d'entreprise. À mon avis, c'est comme ça qu'ils ont pensé la chose, c'est de pouvoir envoyer ces plaquettes, des présentations d'entreprise, etc. Sur LinkedIn. De l'autre côté, c'est sur Instagram que les carousels ont vraiment pris, des carousels vraiment un peu léchés, etc. Du coup, je me suis inspiré de ça et je l'ai proposé sur LinkedIn. Et finalement, ça a pris, encore une fois, parce qu'il y a très peu de carousels de ce type-là sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. ça va très vite, on se fait très vite rattraper. Et
c'est un PDF. Je crois que tu peux envoyer aussi un document doc ou un PPTX, PPTX PowerPoint. Du coup, tu uploads ça et ça te fait le format carousel ou partage de documents. Moi, je travaille sous Keynote, macOS, et c'est un format PDF que j'upload. D'accord. Et donc, est-ce que tu as des conseils pour rédiger ce genre de format? J'imagine que l'esthétique est importante pour accrocher. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de mots non plus. Généralement, qu'on va lire, en fait, on va voir une grande phrase et puis on passe au slide suivant, etc. Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Oui, c'est issu des erreurs que j'ai fait dès le départ. C'est de pouvoir trop mettre de contenu, d'informations dans une slide. En fait, donc c'est pas censé être un concentré de contenu. C'est censé être une exploration d'un concept, une ouverture finalement vers un questionnement. C'est plus dans cette idée-là. Et généralement, quand tu donnes des solutions, ce sont vraiment des solutions bullet points. 1, 2, 3, et tu as 3 solutions, sans rentrer vraiment dans le détail. Si tu veux rentrer dans le détail, tu fais une autre présentation. Ça te permet justement d'avoir plus de contenu et de pas embêter les gens. Généralement, c'est du snack content. Déjà, tu slides pendant 5 secondes, tu dis, ah ouais, c'est cool, c'est intéressant. Et finalement, il faut vraiment baser sur le ressenti. Qu'est-ce que ressent l'audience une fois qu'elle est sortie de ton contenu? Est-ce qu'elle se souvient de la couleur, de l'agencement des choses, de certaines paroles que tu as pu lui adresser, ce genre de choses? C'est vraiment quelque chose de très rapide, hein, finalement, le carrousel. Ça prend du temps à faire, mais c'est consommé très rapide. Et est-ce qu'il y a un vrai retour? Parce que on parlait tout à l'heure des posts qui sont écrits, donc du coup, il faut quand même prendre du temps pour écrire quelque chose d'intéressant. Le carrousel, mais on a un retour parce qu'il y a de l'interaction, etc. Si le carrousel est long à écrire, mais qu'au final, les gens le consomment très rapidement, est-ce que c'est vraiment intéressant? En retour pur, aujourd'hui, j'ai pas assez de recul, sachant que j'ai lancé ça il y a peut-être 2 mois, donc j'ai pas vraiment de gros résultats dessus. J'ai plus de résultats encore sur la vidéo, parce que c'est un contenu c'est un format que je propose depuis plus longtemps. Mais c'est une demande de la part de mes clients en termes de création de contenu. Une demande de créer du carrousel parce que ça paraît bien, etc. Et c'est encore une fois assez différenciant. Même si on se fait rattraper, c'est encore assez différenciant sur la plateforme. D'accord. Après, tu parlais de lead. Comment est-ce que tu arrives à transformer depuis LinkedIn des gens qui sont intéressés? Quel est ton cheminement, en fait, un peu ton tunnel d'acquisition entre le fait de poster sur LinkedIn notamment et puis d'avoir un client au final? Il est très simple. D'ailleurs, je crois que c'est l'objet de mon dernier carrousel ou celui d'avant, où justement, c'est créer la conversation. Plus tu es là, plus tu crées une marque personnelle distinctive, forte, plus tu vas générer de la conversation, de la confiance. Et derrière, naturellement, il y a des personnes qui vont avoir des besoins, qui vont s'exprimer, soit en commentaire, soit qui vont te contacter directement. Et à partir de là, c'est à toi de driver la conversation pour saisir les besoins de son interlocuteur et derrière pouvoir lui adresser une offre qui te paraît pertinente. D'accord. Donc, c'est plutôt eux qui vont être proactifs, qui vont te contacter en disant tiens, c'est intéressant ce que vous dites. Là, pour le coup, c'est vraiment. Ouais. Là, on est vraiment dans l'inbound. On va vraiment pas chercher les clients. D'accord, vraiment, d'accord. Donc, le but de l'inbound, hein, pour un peu expliquer aussi aux auditeurs, c'est de donner du contenu pour qu'en fait, ce soit le prospect qui dit tiens, cette personne est intéressante et je vais la contacter parce qu'elle répond à mon besoin. Exact. D'accord. Finalement, ça fonctionne pas mal. En fait, c'est vraiment une question de mentalité, c'est une question d'approche. C'est encore une fois, c'est un jeu sur le long terme. C'est très difficile de faire de l'inbound si on poste 1 ou 2 fois par semaine du contenu très rapide en partageant, je sais pas, un article ou 2. Il faut vraiment avoir un travail de fond. Ça, encore une fois, connaître sa ligne, pas trop y déroger et avoir du contenu très régulier et toujours très distinctif, pour qu'on puisse se reconnaître. Par exemple, je sais qu'on me reconnaît souvent au violet. Ouais. D'ailleurs, en passant, je sais pas pourquoi je choisis le violet, j'ai bien le violet, mais bon, ça peut être une autre couleur, mais ça a bien fonctionné, du coup j'ai gardé le violet. Et avoir vraiment un format, une esthétique, ça aide énormément sur LinkedIn qui a vraiment une esthétique très pauvre finalement. C'est très corpo, c'est très sec. Donc du coup, ça permet de se différencier. D'ailleurs, tu parles de Christopher Piton. Lui, il est aussi très très visible parce qu'il est noir et jaune, donc forcément, ça tranche par rapport à des contenus qui vont être beaucoup plus fades en face. Et justement, c'est là où j'ai trouvé qu'il y en avait une carte à jouer en tant que créateur de contenu et que c'était une bonne plateforme pour augmenter sa marque personnelle. C'était vraiment le fait de pouvoir se différencier très facilement, mettre un chapeau, changer de couleur, avoir une adresse non corpo. Rien que ça, en fait, ça permet
d'émerger sur la plateforme assez naturellement, très facilement finalement. Une adresse non corpo, ça serait quoi pour toi? Une adresse très corpo, c'est par exemple chez Hewlett Packard, nous autorisons le télétravail pour 2 jours par semaine parce que nous soucions du bien-être de nos employés. Ça, c'est purement corpo. Ça apporte pas grand-chose à une audience. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête de ce que ton audience recherche pour les nourrir de contenu qui va les intéresser, en fait. Exactement. C'est vraiment tout l'enjeu avec compte de la marque personnelle. C'est qu'on parle pas forcément de nous, on parle de nous à travers, on parle de son audience à travers nous finalement. D'accord. Donc, il faut vraiment les nourrir et toujours penser à eux plutôt que de dire voilà ce que je peux faire, voilà ce que ça peut vous apporter. C'est plutôt quel est votre besoin et comment y remédier. Ah bah tiens, je sais le faire. C'est un peu ça l'idée. Exactement. J'ai identifié que vous avez ce besoin-là. Voilà mon expérience en la matière. Voilà ce que généralement tu mets un peu storytelling justement, par quelles étapes t'es passé, quel résultat t'as pu avoir, etc. Encore une fois, le mieux c'est de connaître son audience, quel type de contenu il a l'habitude de consommer et aussi quelle est la culture de la plateforme. Là, on parle de LinkedIn particulièrement, mais sur d'autres plateformes, les formats sont un peu différents, les adresses sont différentes. Et derrière, tenir sa ligne et ne pas hésiter, notamment sur LinkedIn, à échanger naturellement, pas juste se contenter de poster du contenu, mais aussi d'aller à la rencontre finalement des personnes qui peuvent être intéressées, participer à d'autres posts, répondre à tous ces commentaires, ça c'est important. Justement, il y a pas mal de personnes qui une fois qu'ils ont posté, s'en vont parce qu'ils ont fait le taf, quoi, ils ont posté, voilà, tenez, j'ai fait ma part de travail. Alors que finalement, il y a un travail de communauté à faire derrière. D'accord. Donc, il n'y a pas que poster. Derrière, faut être proactif sur le temps où les gens vont répondre et remercier, etc. Derrière, il y a Christopher qui nous disait dans notre podcast qu'il fait rester environ 1 heure derrière avoir publié un post pour pouvoir répondre et interagir. Toi, tu as remarqué que du coup, ça avait une traction de fait de répondre aux personnes quasiment en direct? Oui, ça c'est quelque chose qui était déjà présent par exemple sur Facebook quand on postait même au nom d'une marque, hein, quand on postait et qu'on avait derrière de l'interaction assez vigoureuse finalement c'est la vélocité du post. Ce que je fais, ça du coup il y a des résultats derrière, mais ce que je fais actuellement c'est aussi de laisser une partie des commentaires non répondus pour d'une part laisser d'autres personnes répondre, donc avoir un engagement supplémentaire, et d'autre part y revenir peut-être soit en fin de journée, soit le jour d'après pour pouvoir réactiver encore le post. D'accord. Et ça, c'est quelque chose finalement qui fonctionne pas mal. Parce que du coup, si tu commentes, le post va remonter dans le fil de tes contacts. Exactement. Au lieu d'avoir un engagement qui va s'arrêter au bout de 24 heures, si au bout de 24 heures, tu continues à commenter et qu'il y a l'engagement qui continue à surgir sur ce post-là, il va continuer son chemin. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des posts du coup qui vont durer plusieurs jours parce que au fur et à mesure les gens répondent, quelqu'un va le voir, va y répondre plus tard, toi tu vas lui répondre à nouveau, donc ça peut durer plusieurs jours. Exactement. C'est un peu jouer avec l'algorithme, etc. C'est une bonne info. Par rapport à LinkedIn et Facebook, qu'est-ce que tu peux conseiller en termes d'audience, si quelqu'un veut se lancer, etc. et créer du contenu, quelles seraient pour toi les différences principales par exemple? Ou sur Instagram? Pour le coup, j'ai un peu lâché Facebook. Ça fait quasiment 1 an que je travaille énormément sur LinkedIn en organique. Facebook me sert à faire des publicités pour mes clients, tout au plus. Très peu de travail éditorial organique. D'accord. Sur LinkedIn, pour se lancer, donc quelle était ta question principalement? Voilà, et des conseils pour se lancer sur chaque plateforme, un peu les différences entre chacune. Mais du coup, si tu es plutôt sur LinkedIn, ce sera plus dur pour toi de comparer les deux. Ouais, c'est un peu compliqué. Pour coup, Facebook, j'ai vraiment un peu lâché l'affaire. Là, j'essaie de m'y remettre tranquillement. Je commence à faire du nettoyage, ce genre de choses, notamment des groupes. Je pense que je vais y mettre parce qu'il faut toujours rester à jour. Concernant LinkedIn, pour commencer à créer du contenu très facilement, je pars du principe que les échanges sur LinkedIn sont déjà un premier contenu. Commencer à échanger des commentaires, participer à des conversations, c'est déjà du contenu parce que ces participations vont être vues par le reste de ses connexions. Donc ça, c'est une première pierre de contenu. Derrière, ce que je dis toujours, c'est trouver un format. Si son truc, c'est l'écriture, optimiser l'écriture. Au début, on n'est pas forcément très bon, on n'a pas forcément les bonnes accroches, les bons piliers pour justement pour matcher la culture de LinkedIn.
Mais au fur et à mesure, en fait, quand on va réussir, en s'inspirant de ce qui est fait et en l'adaptant à sa propre personnalité, à sa propre vision, à trouver un contenu qui va commencer à entraîner justement une audience. Donc, à partir de là, il faut vraiment se tenir à un format. Moi, c'était la vidéo. D'autres, c'est l'écriture. Certains, je sais pas, c'est peut-être la photo. Je sais pas, j'ai pas encore vu. J'ai vu très peu de formats photo, de personnes qui étaient spécialisées en photo avec très peu de texte. Il y a vraiment quelque chose qui est commun à l'ensemble des posts, c'est vraiment le travail d'écriture au-dessus des posts. C'est rare d'avoir un post qui fonctionne très bien, à part vidéo virale, mais je considère pas ça comme du contenu très très intéressant sur LinkedIn. C'est vraiment pas l'objectif de LinkedIn. Non pas que je repars dans la guerre. Facebook n'est pas LinkedIn. Oh, LinkedIn n'est pas Facebook, bref. Mais finalement, ça apporte très peu de choses à part des vues. Il y en a même des marketeurs LinkedIn qui vont dire si, il faut tuer des vidéos virales, ça permet d'enclencher la machine, etc. La vérité, c'est que tous les posts repartent de zéro quand tu es sur LinkedIn. C'est un peu ce que je reproche aussi à LinkedIn. C'est aussi le fait de justement de pas travailler au niveau du contenu. Si on avait une plateforme qui nous permettait justement d'embrayer à chaque fois qu'on postait du contenu, on aurait quelque chose d'exponentiel finalement. Alors que là, on repart de zéro à chaque fois. Donc c'est aussi un souci avec la plateforme qui n'est pas une plateforme de contenu. La dernière fois, je crois que j'avais parlé de Bruno Freelansky justement concernant cet aspect plateforme de contenu ou non de LinkedIn. C'est pas parce que concrètement, c'est pas parce qu'on peut poster du contenu sur LinkedIn que c'est une plateforme de contenu. C'est pas YouTube ou Instagram, c'est des choses différentes. Parce qu'en Facebook, c'est pas une plateforme de contenu, c'est une plateforme conversationnelle. Bref, c'est des formations professionnelles, community manager. Donc du coup, c'est vrai que non, mais en même temps, ça a son importance. C'est-à-dire que faire du contenu, c'est important pour être visible, mais pour autant, la plateforme va pas mettre en avant un créateur de contenu plus que d'autres s'il n'a pas d'engagement sur ses posts. Exactement. C'est marrant sur la forme de conversation, c'est la conversation d'abord et ensuite le contenu, alors que c'est l'inverse sur la plateforme de contenu généralement. Même si l'engagement justement est très important. Aujourd'hui, l'algorithme qui me paraît le plus intéressant et le plus proche d'une équité, c'est vraiment Instagram, qui fonctionne vraiment par intelligence artificielle et qui va pousser simplement du contenu aux personnes qui sont intéressées par ce type de contenu ou qui ont l'habitude, qui ont émis en fait compte par leurs actions un intérêt vis-à-vis de tel ou tel type de contenu et qui commentent généralement, qui vont liker ou qui restent ou qui se like les carousels, ce genre de choses. D'accord. Quelque chose que LinkedIn n'est pas encore capable de faire. Pour l'instant, il prend toujours un échantillon, il envoie à cet échantillon ton contenu. Si ça match, on continue à pousser ton contenu. Si ça matche pas, bah tant pis. D'accord. Alors que du coup, Instagram, c'est je suis intéressé par telle thématique et si je l'ai consulté, etc., bah du coup, j'aurai plus de posts sur cette thématique-là parce que Exactement. Instagram aura compris mon intérêt. Le plus simple, c'est de passer 1 heure à consommer un type de contenu que tu n'as pas l'habitude de consommer. Tu vas dans l'onglet rechercher. Et là, tu vas voir le type de contenu que tu as consommé pendant la dernière heure. D'accord. C'est assez fou, ça va très très vite. Ah, donc ça va, c'est important aussi de savoir comment se positionner sur chaque plateforme pour être visible, etc. Exactement. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'aime bien savoir un petit peu tes sources d'inspiration. Si justement, tu as des podcasts, si tu as des vidéos, des livres, des choses qui t'inspirent, qui te nourrissent dans ton métier. Beaucoup. Je consomme énormément de contenu. Tous les jours, YouTube, je suis tout le temps sur YouTube. Je consomme aussi du bouquin. Difficile de sortir juste une référence. Dernièrement, j'ai lu le bouquin de Stan Leloup. Ouais. Son Empire dans un sac à dos. Exact. Pareil. Du coup, je l'ai consommé 1,5 fois. Et j'ai un peu relu une seconde fois. En ce moment, je suis en train de lire Seven Figure Marketing Copy de Sean Oh, j'ai pas envie d'écorcher son nom. On mettra les liens dans la description. Ouais. Du coup, je viens de le commencer et c'est vraiment sur le copywriting, comment créer des posts, la copy marketing, ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant, c'est un peu une bible, c'est très bien illustré d'ailleurs, c'est plaisant à parcourir. En termes de podcasts, j'en écoute pas mal de podcasts vidéo. J'aime beaucoup ce qu'a fait Madi Avella. Je sais pas si tu connais sur YouTube. Son podcast, c'est The Ground Up Show, qui parle justement des personnes qui
qui créent leurs entreprises, souvent bootstrap, et qui progressent. Ils abordent plusieurs thématiques. Ça dure 1 heure. Esthétiquement, c'est à tomber. C'est incroyable. Visuellement, je t'en prends plein les mirettes pendant 1 heure. Et c'est vraiment très intéressant, même dans le fond. T'as une version audio, je crois, que tu peux trouver aussi. Il y a plein de podcasts. Il y a Future, par exemple, de Chris Doux. J'écoute pas mal de choses anglophones, généralement. Très peu francophones. Et pour coup, j'ai pas une référence si tu veux, on pourra mettre des liens en dessous, genre une liste comme ça. Je consomme du contenu en fait compte toute la journée, tous les jours. Et le problème derrière, c'est que j'ai du mal à citer du coup forcément mes contenus parce qu'une fois que j'ai le concept en tête, j'essaie de l'appliquer le plus rapidement possible et ensuite j'oublie la source. Une fois que c'est appliqué, c'est à moi et j'oublie. D'accord. C'est un peu le problème quand tu consommes énormément de contenu. C'est vrai. C'est que tout se mélange un petit peu, mais non, mais c'est intéressant de voir que les références sont aussi différentes et on se rend compte que finalement il y a beaucoup de références américaines et que du coup en termes de francophonie, on n'a pas encore énormément de contenu pour le digital en fait, le marketing et la communication. Exactement. Sur le créneau freelance, par exemple, tu as quelqu'un comme Thomas Burbidge qui pour moi est un des top créateurs de contenu à destination freelance. D'accord. On mettra le podcast, excellent. En anglais, ça sera dans la liste. Non, français. En français. Il est français, il est chez nous. Et t'as aussi Romain Limois qui a son podcast qui s'appelle j'oublie toujours le nom. T'as aussi Toyi. Bref, je te mettrai tout ça dans une liste. Romain Limois là, qui fait une vidéo par jour là, qui s'était lancé un petit challenge sur YouTube. Il y a pas très longtemps. Exactement. Exactement. Il est aussi actif sur LinkedIn. Pareil. Au final, il y a tellement peu de personnes qui créent beaucoup de contenu qu'on se retrouve dans un petit groupe. Encore une fois, c'est la même logique. On retrouve des groupes, etc. À chaque fois qu'on fait quelque chose. On explore une plateforme. Donc en fait, un peu le mot de la fin, en gros, c'est que si on veut être visible sur une plateforme, il faut créer du contenu parce que la grande majorité ne le fait pas et c'est plutôt des consommateurs. Et donc, en créant du contenu, du coup, forcément, on est mis en avant et on peut plus ou moins trouver des clients, des groupes, etc. Exactement. Le but, aussi, le point le plus important, c'est pas forcément d'avoir énormément de contenu tous les jours, c'est d'avoir une régularité, d'avoir un format distinctif, caractéristique qui permet d'émerger. Même si c'est une vidéo par semaine, ta vidéo par semaine, tu travailles à fond le format, tu la tweaks un peu pour que ça soit adapté à ton audience, et à partir de là, tu peux émerger juste grâce à ça. Mais il faut vraiment avoir la régularité et te dire que tu auras des résultats dans 1 an. D'accord. Ouais, donc c'est régularité et le long terme. En fait, il faut donner un rendez-vous. C'est un peu comme le rendez-vous du 20h, le journal télévisé qui, au fur et à mesure des années, est devenu quelque chose qui était hyper important, qui avait un petit peu perdu. Bon, avec la crise, du coup, ça repart, mais c'était vraiment le rendez-vous. On s'arrêtait, on regardait, et c'était important de se dire, tiens, on est même en famille, on regarde la télé en mangeant le journal. C'est pour ça que sur YouTube, il y a généralement les créateurs annoncent 1 ou 2 vidéos par semaine, genre de choses, le lundi, le jeudi, ou le mercredi, le dimanche. Parce que justement, ça permet de créer des rendez-vous. C'est la chose la plus efficace pour retenir une audience. Surtout quand on commence à avoir du contenu qui est calibré et quand l'audience a l'habitude justement de consommer ce contenu, et c'est exactement ce qui va retenir. D'accord. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils. Si tu veux dire autre chose. Non, tu sais, je peux parler pendant des heures. Très clairement. Non, mais c'était passionnant, mais c'est vrai qu'on va malheureusement s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Dimitri, c'était vraiment super de t'avoir, puis d'avoir ces échanges, ces conseils, ces astuces. Merci. On donnera aussi du coup tes infos pour te contacter en commentaire sur toutes les plateformes de podcast. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Salut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast Parlons Com. On était avec Dimitri, qui est Social Media Manager. On va mettre tous les commentaires, en commentaire tous les liens dont on a parlé sur les podcasts, sur les vidéos. Et puis évidemment, si vous voulez le contacter, vous pourrez également via ses réseaux sociaux. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt.